Ce qui est important aussi, c'est de voir ce qui se passe sur le terrain. Parce que, effectivement, l'homme qui arrive ce soir, le président Zelensky, et qui attend beaucoup de l'Europe maintenant, porte sans doute sur son visage les difficultés de son armée. Regardez, c'était Zelensky le 19 décembre, il était à Avdiivka et il pouvait se prendre en selfie à cet endroit-là du front, qui est un point de fixation depuis des semaines. Regardez le drapeau qui flotte. On va le regarder. Le drapeau qui flotte ce matin, au même endroit. Marion Villette a fait un travail formidable de géolocalisation. Mais, bref, c'est à 70 mètres de là où se tenait Zelensky dans son selfie. C'est un drapeau russe. C'est un drapeau russe, un drapeau de victoire qui flotte là. Avdiivka vaincue, soumise depuis des mois aux assauts de l'armée russe. Écoutez John Kirby, le conseiller à la sécurité américain, qui hier annonçait cette défaite. Les Russes continuent de faire pression sur les positions ukrainiennes tous les jours. Avdiivka risque de tomber sous le contrôle russe. Risque de tomber. On va en parler avec vous, général, dans un instant, parce que ce matin, des renforts sont... On annonce des combats, des renforts sont envoyés, donc on va essayer de comprendre ce qui se passe. Mais d'abord, Jade, ce qui est important, c'est que quand même, du point de vue américain, les Russes sont en train de gagner la bataille. Or, c'est une ville que ne manquera pas d'accrocher à son tableau de chasse Vladimir Poutine. Il n'a pas tant de villes qu'il peut ainsi déclarer dans son giron. Non, en fait, l'élan que Vladimir Poutine a eu la première année de la guerre, eh bien, il ne l'a plus vraiment depuis plus d'un an. Les villes tombées aux mains des Russes sur cette dernière année, sont finalement assez peu nombreuses. Alors, il y a bien sûr la ville de Bakhmout. Wagner a annoncé la prise totale de cette ville le 20 mai 2023. D'ailleurs, début 2023, la ligne autour de Bakhmout, c'est la seule ligne, l'une des seules lignes où la Russie est véritablement en position offensive. Poutine, à l'époque, ne manque pas bien sûr de féliciter les troupes de Wagner et l'armée régulière. La victoire est réelle. Concernant la stratégie, c'est autre chose. La ville n'a pas vraiment permis à Poutine de faire derrière l'avancée qu'il avait promis. Bakhmout n'a servi en fait qu'à exploiter un symbole à ce moment-là, représentant la seule prise que Vladimir Poutine fait depuis des mois. Et depuis Bakhmout, donc depuis maintenant 9 mois précisément, eh bien strictement rien, à part des micro-villages qui n'ont même aucun intérêt, même symbolique. Alors il y a encore 2 villes en ligne de mire. Kupiansk, d'abord, Poutine l'a dit, il veut avancer sur ce front-là. Il aurait posté début février, selon les Ukrainiens, pas moins de 500 chars lourds, 600 blindés, des canons, des lance-missiles par centaines et près de 40 000 soldats justement rassemblés dans cette région, sachant que Kupiansk, c'est un peu le dernier rempart vers la ville de Kharkiv, sur laquelle, on le sait, Poutine lorgne depuis longtemps. Selon les Américains, la Russie a pour plan de se saisir entièrement des oblasts de Donetsk et de Lugansk et surtout d'une partie de Kharkiv d'ici mars 2024. Et puis il y a la ville d'Avdiivka, bien sûr, qui est dans le viseur de Poutine depuis des mois. On est cette fois dans l'oblast de Donetsk. Poutine y a mobilisé toute son attention depuis maintenant plusieurs mois. Écoutez-le. L'une des directions les plus importantes où se déroulent actuellement les combats, c'est Avdiivka. Un groupe de vétérans y a dépassé nos troupes et devant eux, devant les troupes professionnelles, a percé les défenses ennemies et atteint les abords d'Avdiivka, a pris 19 maisons et les tient avec succès. Donc la ville serait effectivement désormais en passe de tomber. Des troupes ukrainiennes ont été redéployées hier en urgence pour renforcer les troupes au sol. À 8 jours précisément, il faut quand même le dire, du 2e anniversaire de cette guerre et à quelques semaines de l'élection présidentielle, Poutine pourra afficher une victoire. Une victoire, attention, en demi-teinte, quand on regarde le prix que lui coûte chaque prise de ville en hommes. Bakhmout, par exemple, selon les renseignements britanniques, ce serait entre 500 et 1000 hommes par jour au plus fort de la guerre. La bataille, je vous rappelle, a duré quand même 8 mois. Avdiivka, maintenant, 1000 hommes tués par kilomètre carré selon les renseignements américains. Avdiivka, c'est 30 kilomètres carrés, ce qui veut dire qu'en 4 mois, parce que le vrai assaut a débuté en octobre 2023, eh bien, c'est entre 30 000 et 40 000 hommes perdus sur ce front-là. Merci beaucoup, Jade, pour cette mise en perspective. Donc, pas beaucoup de villes à se mettre sous la dent, si vous me passez l'expression générale, pour Poutine. Mais celle-là, évidemment, il va la mettre en avant largement si, comme le disaient les Américains hier, les Russes gagnent.
Je pense que les Russes, je suppose c'est une question de jours. Avdivka va tomber, ils vont s'emparer d'Avdivka. Et Poutine va en faire son miel, forcément. Ça fait des mois qu'il en parle, donc il va pouvoir présenter Avdivka comme le Stalingrad des temps modernes ou quelque chose comme ça, si vous voulez. La vérité des prix, c'est que Avdivka a un très vague intérêt, sans plus. Derrière, il y a une rivière. Après, il y a d'autres villes. Vous voyez, c'est un peu comme si nous, on remportait la bataille d'Issingeau. Vous voyez, alors c'est énorme ça. Ça change la face du monde, la victoire d'Issingeau, avec toute l'affection que j'ai pour Issingeau. Oui, merci. Donc, on n'est pas de lettres. Pardon ? Dites Saint-Cucufa. Voilà. Donc Avdivka, et c'est purement psychologique, c'est moral, ça tombe bien pour Poutine. Vous voyez, donc il va pouvoir, Poutine le victorieux, voilà, avec des victoires comme Avdivka, il n'a pas besoin de défaite en fait, parce que vu le prix que ça lui coûte, voilà. Moyennant quoi, ce que j'ose espérer, c'est que les Ukrainiens ne tombent pas non plus trop dans le piège d'Avdivka, au sens de se faire brûler leurs forces. Il y a une notion d'échange. Il y a des lignes de défense plus optimisées qu'Avdivka. S'ils veulent économiser leur potentiel, c'est pas forcément en se battant pour chaque village. Alors ça, c'est intéressant que vous me disiez ça, parce qu'on a encore eu une information selon laquelle, regardez, par la voix d'Oleksander Tarnavski, un haut commandant ukrainien responsable des forces dans l'est du pays, des combats acharnés ont lieu dans la ville. Nos troupes utilisent toutes les forces et tous les moyens disponibles pour contenir l'ennemi. On s'est déjà posé la question hier en apprenant que des renforts étaient envoyés. De nouvelles positions ont été établies. De puissantes fortifications continuent d'être installées en prenant en compte de tous les scénarios possibles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'ils espèrent repousser l'ennemi ou est-ce qu'ils espèrent se replier en bon ordre et sauver des vies ? Ça, c'est assez fréquent que pour chercher des gens, on fait ce qu'on appelle une contre-attaque pour tendre la main, le terme technique. C'est-à-dire qu'on amène des troupes fraîches pour aller chercher les gens qui sont... c'est chaotique devant, vous voyez. Donc on vient dégager un peu l'adversaire pour récupérer les gens et se replier après. C'est peut-être ce qu'ils sont en train de faire. Deuxième possibilité, ils sont en train d'envoyer plus d'hommes sous le hachoir. Je suis pas à leur place et j'ai pas à leur donner, si vous voulez. C'est probable qu'ils puissent tenter... Je suis pas sûr que ce soit le meilleur cas. Ouais. C'est pas probable pour vous, en tout cas, ce serait pas de bonne politique militaire de le faire. Est-ce que c'est probable qu'effectivement ils tentent une contre-offensive ? Non, une contre-offensive, non. Non, alors qu'ils tentent de regagner le terrain perdu. Une contre-attaque pour tendre la main, c'est aller chercher et on ramène. Ça, c'est la contre-attaque pour tendre la main. Oui, pour tendre la main, c'est local, ça dure, je sais pas, 12 heures, 24 heures. Et en fait, on se rétablit après sur une ligne aménagée précédemment derrière. Donc on se retire. Sur un dispositif plus optimisé a priori que la ville d'Avdivka. Mais je suis prudent en disant ça. J'ai pas accès aux cartes d'état-major des Ukrainiens. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il leur manque de l'artillerie et que les soldats qui meurent, leurs familles peuvent écrire une lettre à Trump qui bloque l'artillerie et les pièces détachées d'ailleurs, que les Américains n'ont pas fournies. C'est le syndrome, la conséquence du manque de munitions à Avdivka. Si Avdivka tombe, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'armes sur le front. Les causes ne sont pas univoques, c'est pas seulement parce que, etc. Mais ce qui n'aide pas les Ukrainiens depuis un certain temps, c'est le déficit en munitions. Déficit en munitions dont nous sommes responsables aussi, les Européens, parce que nous non plus, on ne les fabrique pas par pile de 12 000. Mais là, à l'heure actuelle, la politique de Trump qui consiste à priver les Ukrainiens de munitions, c'est pas que du déclaratoire, Trump, c'est du sang. Du sang ukrainien est versé suite au blocage de Trump. C'est pas du déclaratoire, c'est du sang. C'est du sang. C'est du sang qu'il fait couler. Oui. Et c'est ça que c'est votre image. On écoute le président Zelensky hier soir dans son adresse quotidienne qui, vous nous direz si ça confirme ou pas la politique de la main tendue. Enfin, c'est pas la politique, c'est la tactique, l'opération de main tendue. La contre-attaque pour tendre la main, pour aller chercher. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que nos soldats disposent de suffisamment de capacités managériales et technologiques pour sauver autant de vies ukrainiennes que possible. Voilà, opération sauver des vies. Se retirer en bon ordre. Ça. On se retirera en bon ordre, on va les chercher.
Bernard. Vous savez, moi, ce qui me frappe, c'est qu'un chef d'État, Vladimir Poutine en l'occurrence, en est quand même réduit à se vanter de la possible prise d'Avdivka, c'est-à-dire de Saint-Cucufa, c'est-à-dire d'absolument rien du tout. Stratégiquement parlant, j'entends. En revanche, moi, je partage beaucoup les craintes des Américains quand ils disent que sous quelques semaines, mi-mars, on pourrait assister à une offensive russe, c'est-à-dire au moment où le dégel sera véritablement passé, au moment où le terrain sera plus stable et où les Russes pourront tenter une offensive. Je crains que nous ne devions l'attendre, et à ce moment-là, je crains que les Ukrainiens soient en position de faiblesse parce qu'ils n'auront pas suffisamment d'armement pour résister à cette offensive. Vous savez qu'aujourd'hui, Kiev est de plus en plus mal défendu. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens manquent de défense antiaérienne. Tout simplement, ils ne peuvent plus assurer le dôme de sécurité sur leur capitale. Alors que jusqu'à présent, jusqu'il y a un mois ou un mois et demi, les frappes russes touchaient très rarement ou très peu marginalement la ville de Kiev parce que tout était repoussé. Aujourd'hui, les Ukrainiens manquent d'armes. Et là, le général a malheureusement tout à fait raison. Les Ukrainiens manquent d'armes parce que M. Trump a bloqué l'aide américaine à l'Ukraine, et il la bloque comment ? Parce qu'il a une majorité à sa botte à la Chambre des représentants qui bloque. Et nous, les Européens, ce n'est pas que nous bloquons, c'est que malheureusement, nous n'avons pas encore suffisamment de capacité de production d'armement. Bernard Guetta, vous êtes l'homme qui, aux premières heures de la guerre, disait « Poutine va perdre la guerre ». C'est intéressant que vous preniez acte de ce renversement. Poutine va perdre la guerre. Oui, mais là, il la gagne. Les Là, Ukrainiens la perdent. Les Ukrainiens la perdent. Il risque de marquer des points. Mais je ne pense pas du tout qu'il va la gagner, la guerre. En tout cas, les Ukrainiens, d'après ce que vous dites, si Trump effectivement continue de bloquer, les Ukrainiens risquent de la perdre. On peut dire ça ? Sauf que les Européens, nous tous, nous sommes en train de monter, mais à vitesse grand V. Il y a un retournement, un changement d'état d'esprit absolument spectaculaire, évidemment dans les institutions européennes, mais dans toutes les capitales européennes. Écoutez, véritablement, on va en parler tout à l'heure avec l'arrivée à une capacité de production décuplée. On va y revenir tout à l'heure encore une fois. C'est vraiment important. Volodymyr Zelensky qui arrive à Berlin tout à l'heure et qui sera à Paris. La défense européenne est en train de se mettre en place. Poutine, lui, comme vous le disiez, il va en faire des tonnes sur cette victoire d'Avdivka, si petite soit-elle. Écoutez, Margot, ou plutôt lisons cette citation du chef du renseignement Boudanov dans le journal Libération ce matin. Les Russes se sont fixés pour mission de capturer Avdivka, d'abord avant la fin décembre 2023. Maintenant, la date a encore été modifiée pour correspondre à l'avant-élection présidentielle. Laissons-les essayer. Il est probable qu'ils y arrivent. Pour Poutine, c'est un trophée qu'il peut brandir. C'est un trophée qu'il pourra brandir. On rappelle l'élection bientôt. C'est essentiel d'avoir une victoire, notamment pour la société civile russe. On a vu ces femmes qui ont manifesté devant le Kremlin. On a vu également des lois qui sont passées très récemment pour confisquer les maisons et les voitures pour les personnes qui critiqueraient l'armée russe. Donc il est clair qu'il y a une volonté de Vladimir Poutine d'avoir une victoire avant cette élection pour montrer que justement cet effort de guerre n'est pas anodin et sert à quelque chose. Donc c'est des trophées comme Bakhmout, ce sont des choses qui sont mises en avant dans les médias russes de manière récurrente. Vous avez le journal Commerçant, par exemple, qui tous les jours liste les avancées russes et les trophées de la Russie, même si c'est quelques kilomètres. Et il le liste tous les jours. Vous avez une note sur ce qui se passe en Ukraine. Donc il y a une volonté assez claire depuis quelque temps, depuis environ novembre, ils font cet article-là, de montrer qu'il y a des gains faits par la Russie et qu'ils tiennent tête à l'Occident, puisque c'est aussi
ça le discours. Dans l'idée, c'est de dire, voilà, nous formons un bloc qui peut faire face à l'Occident, malgré toutes leurs armes et toutes les avancées qu'il y a eu sur le terrain du côté ukrainien, eh bien nous gardons la tête haute et nous gardons le front. Mais là, ce qui va être très important, c'est-à-dire que j'ai lu ce matin qu'ils avaient employé la 3e brigade, les Ukrainiens. La 3e brigade, qui est une brigade apparemment très aguerrie aux méthodes de l'OTAN. Ce sont des soldats d'élite qui ont été envoyés. Qui seraient désormais à Avdiivka. À quoi va servir cette brigade? Est-ce que c'est juste pour garder la position ou non? Parce que ça crée certainement une polémique de savoir pourquoi on a avancé cette brigade d'élite à Avdiivka également. Est-ce que c'était une brigade d'élite pour prendre la ville, d'abord? On disait qu'il y avait effectivement des soldats d'élite russes qui avaient été dépêchés à Avdiivka pour donner le dernier coup de rein. Les soldats peuvent être les meilleurs au monde, s'il n'y a pas les armes, ça ne sert à rien. Et voilà. Vous parlez des Russes ou des Ukrainiens? Des Ukrainiens. Pardon, moi j'ai fait une confusion, parce que par ailleurs on sait que des troupes d'élite russes ont été envoyées à Avdiivka. Pardon, mais les deux sont vrais. Mais effectivement, il faut voir ce qui se passe du côté ukrainien. Il n'empêche que le message, il sera très politique, malgré tout. Si petite cette localité soit-elle, générale. Non, c'est Jean de Guignasty. Oui, Avdiivka, c'est un cas un peu particulier parce que c'est un saillant et on lui accorde apparemment une petite signification stratégique ou tactique. Le problème des Russes, c'est qu'ils poussent partout et ils percent nulle part. Et donc, et on voit très bien que les Ukrainiens se défendent très bien. Donc, s'il n'y a pas malgré le manque d'obus et tout cela, donc s'il n'y a pas de percée russe avant les élections, je doute que Poutine puisse s'enorgueillir de quelques résultats que ce soit, parce qu'il y a une pression à Kupiansk, il y a une pression à Avdiivka, il y a des pressions sur le front partout, ils grignotent, mais ils ne percent pas. Mais pourquoi avoir engagé tant de force, avoir perdu tant d'hommes, si ce n'est pour en tirer un bénéfice au final? Avdiivka, je crois, mais je parle sous le contrôle du général, c'est un saillant, ça fait longtemps qu'ils essayent de le prendre, c'est un nœud de communication, c'est pas Bakhmout qui était, j'allais dire, l'absence totale de signification stratégique, qui était purement symbolique. C'est un petit peu plus que Bakhmout. Et ça permet, ça ouvre la voie, évidemment, vers d'autres conquêtes au-delà. Ça ouvre la voie en grand sur la 2e ligne de défense ukrainienne, laquelle, quand elle sera percée, ouvrira la voie vers la 3e ligne de défense ukrainienne, qui est soutenue par la 4e ligne de défense, et il y aura la 6e ligne de défense ukrainienne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme les offensives de l'été dernier des Ukrainiens. À chaque fois, ils perçaient une ligne, et puis regardez sur la carte, avec le détail des tranchées et tout, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 derrière. L'ambassadeur de Guignasty a complètement raison. Ils poussent partout, percer, ils n'y arriveront pas. Et je partage votre inquiétude, monsieur le député, sur la possible offensive russe plus tard. Malgré tout, je ne pense pas que les Russes aient les moyens de percer, de pousser, oui, consommer des moyens, gratter un autre Avdiivka, oui. Épuiser l'armée ukrainienne? Oui, eux s'épuisent aussi. Bien sûr, mais ça n'a pas l'air de les impressionner. Non, mais malgré tout, ils se fatiguent. L'armée russe est en train de brûler à petit feu en Ukraine depuis 2 ans. Elle a constitué des forces quand même qu'on ne lui prêtait pas au début. C'est dire la capacité quand même de Poutine à envoyer des hommes sur le front, à mobiliser sans le dire, est quand même importante. Oui, mais ils ont perdu plus de chars qu'ils n'en ont produit depuis, par exemple. Ils sont toujours à court de chars. Ils produisent beaucoup d'artillerie et les Nord-Coréens les aident beaucoup. Leur industrie, ils produisent plus de missiles, etc. Oui, mais l'armée en soi, elle saigne. C'est malgré tout leurs ressources humaines. Ils ont des taux de perte quand même considérables. Il y a une limite même à la Russie. Alors la limite de la Russie est bien plus lointaine que la limite de l'Ukraine. Mais là, dans l'avenir prévisible, une percée, une explosion du front ou une implosion du front. Donc ça ne lui permet pas d'aller tellement plus loin, c'est ça que vous dites. Bon, il va falloir à nouveau énormément de sacrifices. Il y aura d'autres Avdiivka. Mais ce que je veux dire, c'est que grignoter l'Ukraine, comme ça, petite ville par petite ville,
ça peut nous amener loin. Dans le temps, ça va être... alors là, je ne sais pas, moi, en 2180, on y sera encore. Vous voyez ? Ils y seront encore. Ils y seront encore, oui. Enfin, nous, on sera encore sur le plateau. Enfin, nos enfants... alors nous, voilà. Peut-être pas. Bon, je plaisante, mais... Est-ce qu'il ne faut pas voir Avdivka plutôt comme même si c'est une toute petite pièce de puzzle, ça reste une pièce de puzzle qui complète l'oblast de Donetsk et l'oblast de Donetsk, et peut-être que c'est ça qui va pouvoir faire valoir Poutine plus que ces 30 km² d'Avdivka qui sont effectivement... en plus, quand on regarde le nombre de pertes, j'ai du mal à croire que les Russes soient si dupes que ça, aussi inondés par la propagande soit-il. Ils voient leur père, leur mari, leur homme Ils ne sont pas dupes, ils s'en fichent. Les autorités russes du nombre de morts. Ouais. Oui. Ils ne sont pas du tout dupes, ils s'en fichent complètement. Les autorités russes, moi je vous parle des femmes, Alors là, des mères, des sœurs qui sont à la maison. vous touchez, je crois, à la deuxième ligne politique pour Poutine, c'est l'impossibilité politique, j'entends, de lancer une deuxième conscription. Ça, je crois que s'il s'y risque, il va au-devant de vrais problèmes, de vraies difficultés. Je ne dis pas l'insurrection, mais de vraies tensions politiques dans le pays. Oui, la lueur d'espoir que j'ai eue quand j'étais en Russie en novembre-décembre, c'est vraiment les femmes. Les femmes ça bouge. ont un courage incroyable en Russie. Surtout quand c'est Avdivka qui est ramené comme un trophée, alors que c'est... Elles osent parler, elles n'ont pas peur. Parce que les autorités n'osent pas trop les toucher. Oui. Alors,